Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Nous allons démarrer cette nouvelle année par une jolie histoire d'amour par-delà la mort. Si vous croyez au surnaturel, à l'étrange, au pouvoir de l'au-delà, on dit que l'amour que l'on éprouve pour ses proches nous suit par-delà la mort. De nombreux témoignages par-delà les âges ont attesté d'une communication avec un être cher, pourtant décédé. De signes envoyés par la personne disparue à ses proches pour les rassurer, leur transmettre un message. À ce que l'on dit, il est des signes plus faciles à envoyer ou à manipuler que d'autres quand on essaie d'influer sur la matérialité du monde réel sans en faire partie soi-même. Dans les signes les plus souvent mentionnés, on parle de choses légères. Un papillon, un oiseau, une plume, de la fumée ou encore une feuille de papier. Ces signes sont importants, mais il faut savoir ouvrir son cœur et se faire confiance pour être capable de les détecter. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 17, Mon cardinal. Dans la ville de Tijuana, au nord du Mexique, vivaient 3 sœurs très soudées. Pour les 3 filles Sanchez, la famille représentait ce qu'il y avait de plus important au monde, mais leur mère leur avait appris très tôt que l'indépendance se gagnait à la force du poignet. L'aînée, Maria, 35 ans, était médecin urgentiste dans le centre hospitalier de la ville. Elle vivait à 100 à l'heure, mais elle ne se plaignait pas. Elle savait qu'elle avait bénéficié d'une vraie chance dans la vie, que la plupart de ses amis du lycée n'avaient pas pu avoir. La possibilité d'étudier et d'avoir un vrai métier enrichissant. Ça va, Maria? Oh, t'as une petite mine. Tu devrais aller dormir ou prendre un café? Tu rigoles, Ramon? J'ai pas dormi depuis que j'ai fini mon internat il y a 3 ans et je suis déjà à ma 5e tasse de café depuis midi. Non, ça va. Ne t'inquiète pas, je tiens le coup. J'ai appris pour ta maman. C'est bien triste, hein. On est tous avec toi. Merci, Ramon. C'est pas trop dur? Non, moi ça va. C'est surtout Robbie, ma petite sœur, qui m'inquiète. Oh, Ramon, excuse-moi, j'ai une urgence, je dois filer. À bientôt, Maria. Fais attention à toi. Bien sûr, Maria était encore célibataire. Elle avait quelques amants, souvent des collègues, mais elle n'était absolument pas prête à s'engager. Pas encore, en tout cas. Il lui restait encore trop de choses à faire. Et puis, il lui faudrait d'abord reconstituer son capital sommeil avant de penser à toute histoire sentimentale. Alors les enfants, vous allez pouvoir m'amener vos dessins. Pedro, Juan, arrêtez de vous chamailler. La deuxième sœur, Lucia, était institutrice en maternelle. Elle adorait son métier. Elle était jeune, jolie, pimpante, toujours souriante. Elle avait un petit ami, bref, elle rendrait jalouse n'importe qui si elle n'était pas aussi gentille et généreuse. Et enfin, il y avait Roberta, la Benjamine. Roberta, ou plutôt Robbie, qui venait à peine d'entrer dans l'âge adulte en fêtant ses 20 ans, il y avait tout juste quelques jours. Elle avait terminé ses études, mais au lieu de choisir une spécialité ou de chercher du travail, elle était restée à la maison à s'occuper de leur mère, Ana Maria Sanchez. Il faut dire que Robbie et sa mère, c'était quelque chose. Roberta, c'est un peu le bébé de la famille. Mais maman, j'ai presque 20 ans maintenant, faut que t'arrêtes de dire ça à tout notre entourage. Tu te rends pas compte comme je me fais chambrer par tes amis? Et les filles,
Mais tu resteras toujours mon bébé, ma chérie. La petite dernière, hein. Je sais que ça t'énerve, mais c'est comme ça. Tu sais à quel point je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Robbie avait toujours eu une relation complètement fusionnelle avec sa mère, tout en étant aussi très proche de ses sœurs. Et 3 mois plus tôt, l'horreur était arrivée. Anna Maria était morte des suites d'un cancer du pancréas. Elle n'avait rien pu faire pour la sauver. Pour atténuer ses douleurs horribles, elle l'avait vue partir comme une bougie que l'on aurait soufflée brusquement. Robbie ne parvenait pas à dépasser cette mort. La peine était là, fichée en plein cœur, et qu'est-ce que c'était douloureux. Elle n'arrivait pas à réfléchir, à dormir ou à manger. Elle n'était plus bonne à rien. Toute l'énergie et l'espoir qu'elle avait investi pendant ces 3 mois de cauchemar pour sauver sa maman n'avaient rien donné et l'avaient laissée vide. Anna Maria, sa mère, était très croyante. Alors elle avait essayé de prier pour qu'elle soit sauvée, mais rien n'avait marché. Elle avait beau y avoir mis toutes ses forces, toute sa volonté, sa mère était morte. Et maintenant Robbie était seule et désœuvrée. D'abord, ses 2 sœurs lui avaient laissé du temps, avaient été patientes avec elle. Mais il était temps que Robbie se reprenne, aille de l'avant. Elle devait faire un effort, car il restait beaucoup de choses à faire et à planifier. Écoute, Robbie, je sais que tu as du chagrin, nous aussi, bien sûr. Mais ça fait 3 mois, il nous reste tellement de choses à faire. On va devoir vendre la maison, il faut trier les affaires de maman et... Arrête, Maria. Comment tu peux être sans cœur comme ça? 3 mois, c'est rien du tout. Je veux pas en parler, ok? Je veux pas en parler. Robbie, sois raisonnable. Maman n'aurait pas voulu que tu te morfondes comme ça. Tu veux venir t'installer chez moi ou chez Maria? C'est pas très sain pour toi de rester toute seule dans cette maison. On est inquiète pour toi, petite sœur. Je sais que j'ai été prise avec le boulot, mais tu comptes énormément pour moi et pour Lucia aussi. Bien sûr que tu comptes pour moi, Robbie. Ouais. Je suis sûre que vous voulez tout bazarder. Maria et Lucia n'étaient pas insensibles, mais elles avaient chacune leur vie. Elles avaient déjà quitté le nid et même si tout ça était très douloureux pour elles, elles étaient prêtes à continuer leur chemin. Robbie s'enfonçait de plus en plus dans le chagrin et la dépression. Pour une toute jeune fille de 20 ans, c'était un vrai crève-cœur de voir qu'elle ne se projetait plus dans rien. C'est comme si elle n'avait plus envie de vivre. Lucia et Maria étaient un peu perdues et ne savaient pas comment l'aider. C'était une vieille amie, venue les visiter pour prendre des nouvelles, qui permit d'aider Robbie à sortir de son état de mélancolie profonde. Cette amie était une personne très proche d'Anna Maria et elle avait toujours été présente dans la vie des filles, qui la considéraient un peu comme une deuxième mère. Elvira Gutiérrez, du haut de ses 55 ans, possédait un don que tout son quartier connaissait bien. Elle était considérée comme une sorcière blanche par beaucoup. Une femme qui était capable de parler aux esprits et de soigner les âmes. Si certains la jugeaient folle, elle était toutefois très appréciée pour sa gentillesse et le côté très juste de ses prophéties. Quand la mère Gutiérrez annonce quelque chose, on se tait et on écoute, comme on disait dans le quartier. Elvira était donc venue rendre visite aux filles qu'elle considérait comme ses nièces. Après une longue conversation avec Lucia et Maria, qui l'avaient rassurée sur leur état d'esprit, elle avait en revanche été atterrée par l'état mental de Robbie. La jeune fille semblait avoir fondu, littéralement, depuis la mort de sa mère. Elle n'était déjà pas bien épaisse, mais là, elle n'avait plus que la peau sur les os. Et elle semblait sur le point de s'évanouir de faiblesse à tout moment. Elvira décida aussitôt d'intervenir. Après avoir pris à l'écart la jeune fille, il ne lui avait suffi que de quelques questions pour que Robbie lui ouvre son cœur et lui raconte sa difficulté à surmonter son chagrin et son sentiment d'inutilité. Elvira en fut horrifiée. Je suis toute seule sans elle, Elvira. Le monde ne rime à rien sans ma mère. J'ai pas envie de continuer. Mais qui te dit qu'elle n'est plus là? Elle est morte! Elle est morte! Son corps charnel est mort, pas son âme. Je crois pas à tout ça.
Le dieu de maman a eu sa chance. Je lui ai demandé de sauver sa vie et il a rien fait. Ça prouve qu'il n'existe pas. Jeune fille, tu tires des conclusions bien hâtives. C'était son heure, c'est tout. On ne peut pas lutter contre son destin. C'est injuste. Tout est tellement injuste. J'aimerais tellement pouvoir encore lui parler. Elvira posa sa main chaude et rassurante sur celle de la jeune fille. Tu le pourras bientôt, tu verras. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout ce que tu as à faire, Robbie, c'est de guetter les signes. Crois-tu qu'Anna Maria va te laisser dépérir sans intervenir? Elle va t'envoyer des signes pour communiquer avec toi. Tu dois juste te tenir prête, écouter et ouvrir ton cœur. Robbie eut l'air un peu sceptique, mais resta silencieuse, sans doute par peur de froisser l'amie de sa mère. Et effectivement, peu de temps après cette conversation, elle détecta ce qui ressemblait au premier abord à de simples coïncidences, mais qui, une fois mises bout à bout, dessinèrent un tableau surprenant et même un peu inquiétant. Un matin, alors qu'encore une fois elle contemplait son petit déjeuner d'un œil dégoûté, ne parvenant pas à se convaincre de manger, elle avait repéré quelque chose qui n'avait pas sa place dans la maison. Flottant dans l'air au-dessus de la table de la salle à manger, elle suivit des yeux les lentes fluctuations d'une petite plume rouge. La plume avait fini sa course sur sa main, en effleurant sa peau d'une douce caresse. Intriguée, la jeune fille avait examiné de plus près la petite plume et regardé autour d'elle, ne comprenant pas comment elle avait pu entrer dans la pièce. Ce fut le premier signe, mais elle n'y accorda pas immédiatement toute son importance. 2 jours plus tard, Robbie sanglotait sur son lit, entourée d'une montagne impressionnante de mouchoirs. Bon, je crois que là j'ai touché le fond. Je ferai jamais rien de ma vie. Ce fut à ce moment précis qu'elle vit son deuxième signe. Un cardinal d'un rouge profond et à la tête noire voltait contre la fenêtre de sa chambre. Un cardinal? Dans cette région du monde, c'était vraiment rare. Elle s'était approchée doucement et avait entrouvert la fenêtre pour mieux l'observer. Bizarrement, en la voyant approcher, l'oiseau n'avait pas du tout semblé effrayé. Elle avait tendu une main tremblante vers lui et il avait incliné la tête, puis s'était envolé. La rencontre avait allégé le poids qui enserrait le cœur de la jeune fille. Le lendemain matin, alors qu'elle sortait pour aller déposer la poubelle à l'autre bout de l'allée, Robbie capta du coin de l'œil un éclat écarlate, au-dessus de la balustrade en bois qui délimitait la terrasse de la maison de sa mère. L'oiseau était revenu et semblait l'attendre tranquillement, posé sur la main courante. Elle se figea un instant et s'approcha doucement de l'animal. C'est dingue. C'est encore toi? Cette fois-ci, quand elle parvint à sa hauteur, elle put caresser son flanc d'un doigt hésitant. L'oiseau fixa ses yeux noirs et perçants sur elle et sembla avoir son âme à nu. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes et le souffle lui manquer. Elle venait de se souvenir. Le cardinal. Mon Dieu! Sa mère adorait cet oiseau. Elles en avaient même ri ensemble avant sa maladie, quand tout allait bien et que le monde n'avait pas dévié de son axe. Elle se souvenait parfaitement de la conversation à présent. Maman, je sais que tu crois pas à tout ça, mais... Tu sais ce qui serait drôle? Que toi ou moi, la première qui part, revienne visiter celle qui reste sous une forme qu'on serait les seuls à connaître. Anna Maria l'avait regardée d'un air sceptique mais légèrement amusée. Oui, ça me plaît comme idée, mais qu'est-ce que tu as en tête? Je sais pas vraiment. Il faut quelque chose de distinctif. Quelque chose qu'on pourrait tout de suite identifier, mais pas trop compliqué non plus. Ah, alors un oiseau. Oui, c'est bien ça. Si je pars avant toi, je reviendrai te voir sous la forme d'un cardinal. Ton oiseau préféré? Oui, exactement. Et toi, ma puce? Ben, un corbeau, évidemment. Oh, évidemment.
Comment avait-elle fait pour oublier cette conversation? Ça aurait dû lui sauter aux yeux dès que le cardinal était apparu à la fenêtre hier. Elle reprit pied dans la réalité, mais l'oiseau n'était plus là. Elle secoua la tête et rentra dans la maison. Pour la première fois depuis plusieurs mois, elle se sentait envahie par une faim dévorante et elle s'installa à table pour avaler un énorme petit déjeuner et plusieurs tasses de café. Elle prit place dans un fauteuil près de la fenêtre et écarta le rideau pour mieux guetter le jardin et l'apparition éventuelle de l'oiseau. Les jours suivants, elle continua à apercevoir l'animal, toujours à la limite de son regard, mais sans jamais pouvoir l'approcher. Elle remarqua en revanche que plus elle sortait de la maison, plus ses rencontres avec l'oiseau augmentaient en fréquence. Alors elle se remit à aller prendre l'air, ce qui lui fit beaucoup de bien. Un jour, elle fut prise d'une grande envie de propre, de nettoyage. Elle ouvrit grand toutes les fenêtres, mettant de côté tout ce qui lui semblait encombrer l'espace. Elle sentit au fond d'elle qu'elle avait besoin de place. Que cette phase de ménage en profondeur était en quelque sorte un nouveau départ, une manière de faire peau neuve. Bien sûr, le chagrin était toujours là, vif, aussi lancinant que 1000 aiguilles fichées dans son cœur. Mais elle n'avait plus cette sensation de brouillard ou de poids compressant sa poitrine. Et là, au milieu de son salon, elle sentit soudain de petites pattes douces et légères se poser sur son épaule. Avant même de tourner la tête, elle sut de qui il s'agissait. Le cardinal était entré dans la pièce et s'était posé tout à côté de son oreille. Elle l'attrapa délicatement d'une main tremblante et ils se regardèrent tous les deux pendant un long moment. Tu peux partir maintenant, maman. Je vais bien. Et j'irai de mieux en mieux. Je te le promets. L'oiseau modula alors une longue trille mélodieuse toujours à l'abri de sa main. Elle l'emmena dehors et le relâcha. Il s'envola, mais se reposa sur son épaule 1 minute encore, puis s'éloigna d'un coup d'aile. Ce fut la dernière fois que Robbie vit l'oiseau, mais elle se sentait prête à avancer et à reprendre sa vie là où elle l'avait laissée. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe nights of light so soon become wide and free. I could feel the sun. Your every wish will be done. Show me the meaning of being lonely. Is this a feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Life goes on as it never ends. Eyes of stones observe the trends. They never say forever gaze. If only guilty rose to an endless love. There's no control. Are you with me now? Your every wish will be done. Show me the meaning of being lonely. This is the feeling I need to walk with. Tell me why I can't be there where you are. There's something missing
to go. Surrender my heart, body and soul. How can it be you asking me to feel? There's something missing in my. Show me the meaning of being lonely. This is the feeling I need to walk with. Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. There's something missing in my heart. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous revenons en France, en Dordogne, explorer les profondeurs d'une grotte encore très habitée. À très vite.